Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, renforcement de la productivité des productions végétales et animales à Djibouti. Et enfin dans l'actualité internationale, en Syrie, l'ONU va enquêter sur des raids aériens dans le nord-ouest de la Syrie. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a réitéré sa solidarité et compassion à la nation sœur somalienne dans son combat légitime contre le groupuscule terroriste et autres extrémistes de tous bords sévissant dans ce pays frère, ami et voisin. Cette déclaration du chef de l'État est intervenue dans le cadre d'un message de condoléances qu'il a envoyé hier même à son homologue somalien, Mohamed Abdillahi Farmajo, à la foulée de l'annonce du décès du maire de Mogadiscio, M. Abdurrahman Omar Ousmane. Le décès du maire de Mogadiscio, à valeur du sacrifice, porte à l'apogée pour le peuple frère somalien dans sa quête visant à renouer avec une stabilité et sécurité durable, a déclaré le président de la République. Les tueries et violences perpétrées par les Chebabs sont d'autant plus ridicules que depuis longtemps, le peuple souverain de Somalie a fait savoir qu'il ne voulait pas d'une administration sous leur commande. A-t-il poursuivi? Je reste entièrement d'avis que le triomphe définitif de l'état de droit sur les extrémistes en Somalie passera par une lutte acharnée de forces somaliennes bénéficiant d'une assistance encore plus soutenue de la part de la communauté internationale, a ensuite indiqué le chef de l'État. La République de Djibouti n'aura cesse, comme à l'accoutumée, de prendre ses responsabilités dans le nécessaire intensification et coordination des efforts visant à mettre définitivement les extrémistes hors d'état de nuire en Somalie, a par ailleurs affirmé le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avant d'exprimer ses condoléances attristées aux membres de la famille du défunt maire de Mogadiscio et à l'ensemble des autorités et du peuple frère somalien. Blessé dans le cadre de l'attentat ayant visé la mairie de Mogadiscio le 24 juillet dernier, feu Abdurrahman Omar Ousmane, qui était à la tête de cette institution somalienne, avait tout d'abord reçu les premiers soins en Somalie avant d'être évacué dès le lendemain à l'étranger, précisément à Doha. Son décès a officiellement été annoncé jeudi par la présidence somalienne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre condoléance, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de feu Ahmed Ali Silay. En ces douloureuses circonstances, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs ainsi que l'ensemble des cadres du ministère s'associent à la peine de la famille et présentent leurs condoléances à toute la famille ainsi qu'aux proches du feu Ahmed Ali Silay. Feu Ahmed Ali Silay avait servi comme ministre délégué chargé de la coopération internationale de 2008 à 2016. C'est aussi avec une immense tristesse que le ministre des Transports et de l'Équipement, M. Moussa Mohamed Ahmed, et le ministre de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre de la Décentralisation, Mohamed Aramis, présentent leurs condoléances à toute la famille ainsi qu'aux proches du feu Ahmed Ali Silay. Toujours le communiqué de leurs condoléances que nous parvient que tous les côtés, c'est le président du FRUD, M. Ali Mohamed Daoud, en ce jour de rappel à son créateur et de mon ami, a-t-il dit, frère camarade Ahmed Ali Silay. Je présente mes condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants et à sa grande famille, a-t-il déclaré le président du FRUD. Autre actualité, le programme d'urbanisation et de restructuration des voies d'accès des espaces publics de la ville de Djibouti s'est poursuivi dans cette optique que le ministre de l'énergie Younis Ali Guedi et le ministre de l'environnement et de l'urbanisation du tourisme Mohamed Abdelkader Moussa Helem ont entamé hier une tournée dans les quartiers de Warabali et Moustiquaire pour constater de visu l'état des rues. Un programme d'urbanisation, rappelons-le, qui prend tout son sens dans ces quartiers de la commune de Balbala qui voit affluer de nombreux Djiboutiens qui s'adonnent à l'autoconstruction. Les membres du gouvernement concernés par ce programme étaient accompagnés par les experts respectifs et qui leur ont fait part des plans d'action et des stratégies mises en place pour une urbanisation optimale de ces quartiers. Une tournée qui a permis aux ministres d'être en contact avec leurs concitoyens, de réfléchir sur la meilleure façon de leur rendre la vie plus agréable en respectant ce programme d'urbanisation, un élément incontournable pour la mise en place du programme Zéro Bidonville. Écoutons maintenant le ministre de l'Environnement.
Nous avons mis en place un comité ministériel et un comité directeur qui va travailler sur ces projets de P2ID ou le projet qui a été financé par la Banque mondiale aussi. Comme vous avez pu le voir, tous les établissements ou les institutions qui sont concernés par ces problèmes d'urbanisation sont là. Ces comités vont se réunir tous les quinzaines. Ils vont trouver des solutions pérennes pour désenclaver et laisser les voies accessibles. Parce qu'il y a des maisons, des logements qui ont été construits un peu sur toutes les voies. Ce projet va vraiment donner un autre aspect et on va continuer dans cet élan. Ça, c'est les instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de rendre la ville comme une ville propre, une ville saine, une ville où on peut facilement, n'est-ce pas, bouger et trouver tout ce dont nous avons besoin. Absolument, ce programme des Euro Bidonville, c'est un programme qui va encore durer pour nos concitoyens. Ce projet va voir le jour. Un programme qui s'étend sur 15 ans quand même. Sur 10-15 ans, mais c'est un programme viable et c'est un programme qui est vraiment d'une importance capitale pour notre concitoyen et pour la République de Djibouti. Voici maintenant les propos du ministre de l'Énergie sur le programme d'urbanisation et de restructuration des voies d'accès et des espaces publics. Collègue ministre de l'urbanisme et du tourisme, mais aussi d'autres institutions qui nous accompagnent ici, entre autres la préfecture de la ville de Djibouti, mais aussi la conservation domaniale, l'ADR avec le ministre du Transport et aussi les DD. Nous sommes en train de réfléchir aux solutions de l'urbanisation de la ville de Djibouti et aussi aux différents projets qui prennent pied dans les différents quartiers de l'Ayabli, Hayabli, Moustiker et aussi PK12 et 13. Donc nous sommes venus voir de visu la situation sur le terrain directement pour pouvoir travailler avec nos collaborateurs et solutionner pour que les équipes avancent à travailler sereinement et en collaboration main dans la main. D'abord, nous sommes satisfaits. Nous sommes d'éducation durable de l'EDD, le projet Zéro Bidonville, le projet P2U2 de la ministre de la Solidarité via la DDS, mais aussi dans un ensemble global de ce qui est l'urbanisation de la future ville de Djibouti. Nous travaillons pour le futur Djibouti. Nous avons vu il y a une quinzaine d'années que les gens s'installaient là où ils veulent. Ce n'est plus le cas. Il y a un plan d'urbanisation qui est là, il y a un projet Zéro Bidonville qui est là, donc pouvoir installer les accès routiers, mais aussi les poteaux électriques, les poteaux de télécom, les conduites d'eau de l'ONEAD aussi. Donc nous devons... Tout est à faire. Nous devons travailler ensemble, nous devons être forts. Nous devons être forts, nous devons expliquer à nos concitoyens que nous devons refaire ce Djibouti. Nous devons refaire ces quartiers. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Dans le cadre du projet de renforcement de la productivité de production végétale et animale à Djibouti et notamment des produits de 1 à 7, les activités de suivi d'encadrement sont prévues. Une activité phare du projet est la mise en place des 10 périmètres agropastoraux, démonstration par le PAD en raison de 2 par région. Une signature forcée est constatée que ce PAD sera mis en œuvre selon les directives de la FAO à Djibouti et la direction de l'agriculture et des forêts, du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, avec la méthodologie, avec une approche pédagogique basée sur le concept de champ école agropastorale développé par le FAO. Rappelons qu'une première mission a déjà été réalisée dans ce sud du pays, à savoir Ali Sebi et Dikil, la semaine dernière, et cette mission est de la même ampleur qui s'est déroulée hier dans la région de Bok, avec une ville historique, plus précisément dans la localité de Assassan et Souglali. Écoutons à présent les propos du représentant du projet et ainsi que le directeur des forêts. Périmètres agropastoraux qui sont des périmètres qui existent et que je félicite les propriétaires de ces périmètres-là, vont servir de base d'une amélioration durable des productions végétales et animales dans la région d'Obok
Et ces périmètres vont servir d'école, comme son nom l'indique. Ça s'inspire du concept de champ école qui a été développé par la FAO, qui veut dire que en faisant les bonnes pratiques, les bonnes techniques de production végétale animale, la base sur laquelle on va officialiser les liens qui vont exister entre ces trois parties. Les périmètres agro-pastoraux de démonstration est une des composantes du projet REPROVA. Cette composante consiste à créer des périmètres où les agro-éleveurs peuvent, où on peut les former, les agro-éleveurs de Djibouti. On a choisi 10 sites sur tout le territoire national, c'est-à-dire 2 par région. Autre actualité, nous voici à l'Université de Djibouti, à l'heure où la technologie s'en prend à la population mondiale. C'est la jeunesse qui en utilise le plus. Voici un magazine signé par Cyril Mohamed Halato. À l'université de Djibouti, à l'heure où la technologie s'en prend à la population mondiale, c'est la jeunesse qui en utilise le plus. À Djibouti, un enfant sur 3 a un smartphone. Véritable phénomène de génération, le téléphone portable ou le smartphone est devenu le meilleur ami de chacun. La e-generation, comme on les appelle, est cette génération qui s'est plongée dès sa plus tendre enfance dans la bulle de l'internet. Cette e-generation ne peut plus se passer du net. Vivre sans est impossible. Comme si le web faisait maintenant partie des gènes de ces jeunes entre 16 et 34 ans, tout aussi accros au téléphone portable. Et ça m'a fait coûter une somme de 23-24 000. Donc c'était trop intéressant d'avoir un téléphone pour moi parce que l'éducation devient de plus en plus numérisée parce qu'on reçoit des cours à travers WhatsApp, à travers Messenger, dans le site web de l'université. Et on pourrait aussi regarder nos notes dans le e-campus. Et là, on s'attarde un peu sur la réforme de l'éducation. C'est pas tout parce que c'est pas seulement dans le système éducatif qu'on doit avoir le téléphone. On doit avoir un téléphone dans le plaisir, dans le propre plaisir. Parce que avec le Messenger, de se contacter en téléphone, en WhatsApp, chatter avec les copains, avec le meuf, c'est trop bien d'avoir chatté en dormant parce que je suis trop attaché, je l'utilise les H24 parce que je pourrais pas dire que j'utilise des heures mais j'utilise le 24 heures parce que le soir je dors à 13 heures à peine parce que c'est à cause de ce téléphone. Je pourrais pas vivre sans téléphone parce qu'il est toute ma vie. Pour eux, tout gravite autour d'Internet et de nouvelles technologies, que ce soit au travail comme dans la vie privée, modifiant ainsi profondément comportements et habitudes. Le smartphone, c'est un téléphone dans lequel on utilise toutes sortes de technologies là-dedans. Le smartphone pour moi c'est un téléphone mobile que je peux porter dans ma poche n'importe où, n'importe quel moment. Je peux dire aussi le smartphone pour moi c'est un plaisir. Pour moi, c'est le smartphone, je peux me déplacer là où je veux, c'est aussi, il me permet de connecter au monde. Je fais tout ce que je veux, je peux prendre des photos, des vidéos, tout ça. Le web leur a donné une formidable liberté d'expression, tout en leur permettant de se créer une communauté à leur image. Les messageries leur offrent la possibilité de jouer avec leur identité. Par exemple, en changeant de nom sur leur compte en fonction de leur humeur, ils se créent un univers virtuel à eux. Moi, puisque je suis une étudiante, j'utilise souvent Facebook, Instagram, comme ça. Moi, j'utilise WhatsApp et Facebook simplement. Ces jeunes aujourd'hui maîtrisent à la perfection le changement d'attitude et de comportement, s'adaptant avec brio à chaque situation. Si la société leur impose rapidité, réactivité, efficacité et productivité, ils parviennent à échapper à ce stress pour se concocter des moments à eux via leur smartphone. Sport à présent, dans le cadre de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2020, l'équipe nationale de Djibouti est encore à Diridawa pour mieux se préparer pour le match retour le dimanche 4 août 2019. Les joueurs ont effectué les derniers entraînements dans le stade de Diridawa avant d'affronter l'équipe nationale éthiopienne.
Cette rencontre intervient après une très belle prestation de footballistique démontrée par l'équipe nationale lors du match aller qui s'est soldé par 1-0. Les Requins bleus de Djibouti ont entamé une série de préparations tactiques, physiques pour avoir, rappelons-le, un résultat satisfaisant lors de ce prochain match prévu le 4 août prochain. Lors d'une intervention, les footballeurs de l'équipe nationale ont confirmé leur volonté de battre les Éthiopiens pour sortir la tête haute à la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2020. Actualité internationale à présent, l'ONU va enquêter plutôt sur des raids aériens dans le nord-ouest de la Syrie. L'ONU va enquêter sur plusieurs raids aériens dans le nord-ouest de la Syrie qui ont touché certaines installations soutenues par les Nations Unies ainsi que des sites civils indiqués hier par le secrétaire général Antonio Guterres, provoquant l'ire de la Russie. J'espère que la situation actuelle dramatique va prendre fin, a-t-il déclaré à des journalistes en référence aux raids aériens. Autre actualité internationale, l'ONG CA Hayes s'est dit prête à la confrontation avec Matteo Salvini. Le ministre italien de l'Intérieur a interdit aux navires de sauvetage Alan Kurdi d'accéder aux eaux de son pays alors que 40 personnes se trouvent à bord du bateau. Pourtant, c'est vers l'île de Lampedusa, située entre Malte et la Tunisie, que l'ONG a choisi de faire accoster le navire. Nous n'avons pas nécessairement besoin de nous disputer personnellement avec Matteo Salvini. Pour nous, il est important de mettre les gens en sécurité. Là où ils ont le droit, nous irons donc à Lampedusa de toute façon, car c'est la porte la plus sûre et le plus proche. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés. Prochain retrouvailles, c'est dans l'édition de 22h et bon week-end à vous.